Vous avez rêvé de voir un setup parfait pour lequel vous pouvez faire du gaming, du montage et plein d'autres choses? Eh bien aujourd'hui, moi je vous montre mon setup. Bonsoir à tous, c'est Akani, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente mon setup. Allez, c'est parti. J'ai voulu faire une vidéo relativement simple et j'avais pas d'autres idées de vidéo à ce moment-là. Donc je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous faire une vidéo de mon setup. Avant toute chose, je tiens à quand même vous expliquer le pourquoi mon setup existe. Pourquoi est-ce que je l'ai pensé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que vous n'aurez absolument pas besoin? Et j'en passe. À l'origine, ce PC, en fait, il était destiné à faire de la MAO, c'est-à-dire de la musique assistée par ordinateur, que ce soit pour de l'enregistrement de son ou autre, ou surtout pour faire de la musique. C'était vraiment ça l'objectif à l'origine avec cette machine, et aussi de pouvoir faire un peu de jeux vidéo et d'editing vidéo, bref, un petit peu tout ça quoi. Le setup, comme vous le voyez au jour d'aujourd'hui, existe depuis environ 3 ans, je crois. J'avais pensé entre guillemets tous les éléments que j'avais besoin dans ce setup là depuis 3 ans et tout ça, donc tout a été à peu près acheminé depuis. Même si au jour d'aujourd'hui j'aurais besoin de faire quelques petites upgrades par-ci par-là, c'est normal, c'est la technologie avance beaucoup trop vite. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de tout ce qui est périphérique extérieur entre guillemets au PC en lui-même, et après on en reviendra dessus et je vous expliquerai les composants et comment je les ai choisis et tout ça. Donc dans un premier temps, on va parler de mes enceintes que j'ai juste ici, qui sont les Yamaha HS1, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est des enceintes de monitoring. Alors qu'est-ce que des enceintes de monitoring? C'est des enceintes qui ne reproduisent le son giga fidèlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courbe de fréquence qui va augmenter par-ci ou par-là. Si vous voulez, le son a par défaut une fréquence dans laquelle elle va être plus haute ou pas. Et en gros, le monitoring permet en gros d'avoir un son le plus plat possible, pour en gros pouvoir le retravailler en faisant du mix et tout ça, pour avoir un son là du coup qui soit mignon à l'oreille sur les enceintes de monitoring et par conséquent qui aura un son un peu plus chaleureux ou autre sur d'autres systèmes d'écoute. Comme je vous expliquais, ces enceintes, je les ai prises pour la simple et bonne raison que comme je voulais faire de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur, j'avais besoin de quelque chose qui soit rectiligne pour faire de la musique. Et comme vous vous en doutez, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de musique et tout ça, même si ça m'arrive de temps en temps de faire des prises de son, tout ça. Donc ces enceintes sont reliées à mon PC par ma carte son, et d'ailleurs plein d'autres choses sont reliées à ma carte son, qui est la Roland Rubix 22, qui est une carte son qui fait le travail, on va dire, même si c'est vrai que j'aurais pu partir sur d'autres modèles de carte son. Par contre, petite parenthèse, je suppose que vous avez déjà vu des setups de youtubeurs vous montrant qu'ils avaient des Focusrite 2.i, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, je vous renvoie encore vers les vidéos de Giaco que j'avais présentées dans la vidéo précédente. Le Focusrite n'est pas intéressante pour le prix et par rapport à ce qu'elle propose. C'est trop cher, les préamplis sont de mauvaise qualité, bref. Si vous voulez vous monter un setup qui puisse avoir du son en excellente qualité, surtout pour de la prise de son, ne partez pas chez Focusrite, surtout que vous en aurez pour trop cher par rapport à ce que vous aurez. Cette parenthèse étant finie, on continue. Du coup, au niveau des périphériques que j'ai sur mon bureau, on a, comme bien entendu est présenté dans la vidéo à ce sujet, la G Pro Wireless qui est toujours là, elle fonctionne toujours bien. J'ai, comme dit dans la vidéo, j'ai changé les patins parce que je trouvais que ils faisaient pas suffisamment l'affaire, et d'ailleurs ils sont très sales ces patins. Et donc de là, je la garde depuis la vidéo et elle fait parfaitement le café, elle tient super bien la charge. Je suis encore étonné de la charge qu'elle tient, dans la plupart des cas elle tient tranquillement une bonne semaine voire deux bonnes semaines sans être rechargée, et le câble est juste derrière et il n'est pas dérangeant du tout d'avoir. Donc je trouve que c'est super bien pour une souris dite sans fil et surtout low latency quoi. Cette souris du coup est posée sur un tapis de souris qui est un petit peu particulier on va dire, c'est un tapis de souris de la marque Equate. Alors c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans le commun des mortels, c'est un tapis de souris que j'ai fait importer de Chine pour être exact. Donc si vous voulez des explications quant à ce tapis de souris, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et peut-être qu'il y aura une vidéo à ce sujet là. Tout ce que vous devez savoir c'est qu'en gros il a une texture un petit peu particulière et du coup la glisse est un petit peu plus rugueuse voire un petit peu plus dure mais en même temps giga fluide. Bref, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et peut-être qu'il y aura une vidéo à ce sujet. Mon clavier du coup c'est un Drevo Calibre V2. Alors pourquoi ce clavier là? À l'origine j'étais sur un Razer Ornata Chroma qui faisait
faisait jusqu'ici bien le café. Sauf que je me suis rendu compte qu'il prenait beaucoup de place puisque c'était un clavier dit 100%, c'est-à-dire avec le pavé numérique. Et je me suis rendu compte que le pavé numérique, c'était pas quelque chose que je me servais fréquemment, entre guillemets, enfin oui mais non. Et je me suis dit que réduire la taille sur le bureau, ça pouvait être sympa. Donc le jour où par mégarde j'ai renversé de l'Ice Tea sur le Ornata Chroma, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de passer sur un clavier plus petit et donc du coup le Drevo. Donc qui plus est, il a des switch MX Brown si je ne dis pas de bêtises, ou Omron peut-être, j'ai un doute, je crois que c'est des MX, et il fait super bien le café. La réponse à la frappe est ultra bonne, les MX Brown c'est la première fois que j'en utilise et je trouve ça relativement sympa. Après, avec du recul, je trouve que la frappe est quand même un peu lourde, même si bon c'est du MX Brown, c'est un retour tactile donc c'est quand même giga appréciable. Donc si vous hésitez à prendre encore le clavier que je viens de vous citer, bah, foncez, il vaut vraiment son prix et puis en plus de ça il est imbattable niveau prix. Ensuite pour continuer, j'ai reçu un cadeau à Noël de la part de mes parents qui était un casque de son, je rêvais miroiter depuis quelques temps déjà, qui est le Sony WHS1000 MX3. Donc pour toutes les personnes qui vont me dire oui mais il y a le MX4 qui est sorti, regardez des comparatifs dessus, vous comprendrez pourquoi je suis parti sur le MX3 et je suis bluffé par la qualité de son du produit. Il est clair, il est profond dans les basses et il est super vraiment léger à porter. On peut l'avoir sur la tête pendant des heures et des heures sans se rendre compte qu'on l'a sur le crâne. Qui plus est, avec la réduction de bruit active, on a l'impression d'être dans une bulle. C'est la première fois que je fais l'expérience de écouter du son sur ce genre d'appareil et bah, ça change la vie. J'ai parlé de mon casque de son pour ma musique et autres que j'utilise sur mon téléphone, mais c'est pas mon casque de prédilection quand je fais de la musique, que ce soit du montage YouTube ou autre. Non, j'ai un autre casque qui est branché directement à ma carte son juste derrière, et vous l'avez déjà vu 15 milliards de fois ce casque, oh oui vous l'avez vu de nombreuses fois, oh oui. C'est tout simplement le Beyerdynamic DT770 Pro en 80 ohms si je ne dis pas de bêtises, et c'est un casque comme mes enceintes dites de monitoring. Alors je reviendrai un peu là-dessus plus tard, mais ce casque il est monitoring mais sans plus, on y revient un peu plus tard. Donc c'est un casque qui du coup a une réponse en fréquence neutre, donc pas plus de grave, pas plus de médium, pas plus de middle. C'est un casque très linéaire, c'est-à-dire que si vous voulez écouter de la musique avec et avoir vraiment de la pêche quand vous écoutez ça, c'est pas vers ce genre de casque qu'il faut se tourner. Mais comme je l'ai expliqué au tout début, c'était pour des usages à l'origine pensés pour de la musique, donc c'était tout l'ensemble était pensé pour pouvoir tout faire soi-même en fait. J'ai pas voulu passer par un intermédiaire, donc je me suis dit, je vais acheter tout le matériel moi-même pour apprendre et ensuite m'en servir tout seul. Donc c'est pour ça que ce casque, je l'ai pris, et surtout pour de la prise de voix, parce qu'il permet du coup d'avoir une isolation totale, entre guillemets, pour éviter d'avoir des prises de son où on entend encore l'instrumental ou ce genre de choses, donc ça permet d'avoir un son un peu plus feutré quoi. Pour le prix, je reste encore mitigé quant au fait que il coûte quand même relativement cher pour ce que c'est, je trouve personnellement. Il y a d'excellentes alternatives d'ailleurs, il y a chez Audio-Technica si je dis pas de bêtises, avec des casques qui sont aussi dits de monitoring mais qui ont l'air un peu plus robustes j'ai l'impression. Mais après je ne regrette pas mon Beyerdynamic, il est quand même vachement utile surtout pour des sessions de montage je trouve, parce qu'il est vraiment agréable à porter sur de longues distances, enfin sur de longues sessions, je sais même plus parler. Donc du coup ce casque je vous le recommanderais dans certains usages, même si je trouve qu'il coûte relativement cher pour ce que c'est. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder des comparatifs sur les produits que je vous présente, puisque vous pouvez très bien trouver des alternatives qui soient moins chères, plus intéressantes, qui soient tout simplement dans votre usage vraiment utiles quoi. Donc on va continuer du coup toujours sur la partie audio. Donc le micro qui est en train de m'enregistrer actuellement, c'est un Audio-Technica AT2050 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un micro en XLR qui est relié du coup à ma carte son, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et ce micro là il est incroyable, enfin pour le prix je le trouve incroyable, qui plus est avec une réponse en fréquence incroyablement bonne, il est précis et qui plus est, il ne prend pas beaucoup de place, que contrairement à pourrait prendre un SM7B ou d'autres micros de la gamme. C'est un micro cardioïde et qui est à large membrane. Que dire de plus? Ce micro, il est incroyable, il correspond à tous mes besoins et en plus de ça, il m'a pas coûté un bras. Enfin, l'installation complète m'a coûté un bras, mais on va comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, je vous ai dit que le micro était raccordé à ma carte son, c'est faux, il est d'abord retransmis à travers mon préampli DBX 286S. Alors, je vais être totalement franc avec vous, le DBX 286S, comme toutes les personnes que vous verrez sur YouTube, pour la plupart si elles sont honnêtes, il ne vaut absolument
pas son prix. Pour plusieurs raisons, que je détaillerai peut-être dans une vidéo si vous me le demandez. Mais pour faire bref, ce préampli là, il coûte très cher et il est absolument pas précis. Vous aurez un son qui sera mieux, entre guillemets, que si vous le rentriez directement dans la carte son. Enfin, ça dépend encore de la carte son que vous avez prise. Et il est pas précis du tout dans les réglages qu'on peut faire avec le préampli. Et c'est vraiment ça ce que je reproche en fait à ce préampli là. Mais enfin, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être qu'il y aura une vidéo à ce sujet. On ne sait pas. Et du coup, DBX 286S qui rentre du coup ensuite dans ma carte son Roland. Et enfin, on va rentrer un petit peu plus déjà sur les écrans. Donc je vais peut-être vous faire l'affront de vous présenter l'écran que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Mais c'est un écran Asus, les références par contre ne me les demandez pas parce que j'ai l'impression de lire un code barre quand je lis les références des écrans de PC. Tout d'abord, le premier écran que j'ai en principal, c'est mon Asus que j'avais présenté lors de ma vidéo avec le LMB. Donc c'est un Asus en 24 pouces. C'est un écran de 24 pouces en 165 Hz avec FreeSync et en dalle TN, un MS. Donc la dalle TN, comme toujours, c'est pas neuf. C'est pas avec ça que vous aurez les meilleures couleurs. Mon chat est en train de miauler à la porte. Je ne sais pas si je lui jette ma pantoufle ou j'attends un peu. Le problème avec les dalles TN, c'est forcément les couleurs qui sont fades et qui manquent de contraste. Elles bavent. Enfin, c'est pas les meilleures couleurs que vous pourrez avoir sur une dalle de ce genre-là. Le mieux reste tout de même la dalle IPS, voire nano IPS si vous en avez les moyens. C'est ce que j'ai ensuite comme l'un de mes écrans secondaires. Donc c'est un écran encore de chez Asus, qui a une dalle IPS en 60 Hz. C'était en fait les deux premiers écrans que j'avais acheté avec celui que je vais vous présenter juste après, que j'avais acheté à l'origine quand j'avais monté mon PC, parce que je voulais un setup double écran, parce que j'en avais l'utilité, et du coup, disons que ça a un petit peu évolué, et que maintenant j'ai 3 écrans sur le bureau. Et donc du coup, cet écran est en dalle IPS, donc il est calibré, entre guillemets, relativement proche de la réalité. C'est d'ailleurs avec celui-ci que je fais l'étalonnage de mes vidéos, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'étalonne mes vidéos. Si je vous mettais la vidéo telle quelle au moment où je l'enregistre, ça ressemble pas à ça. Donc oui, l'étalonnage est fait sur cet écran-ci, et j'ai encore un troisième écran qui est de la marque Iyama, qui est encore en 24 pouces, en 75 Hz, si je ne dis pas de bêtises, un MS. C'était mon écran de jeu jusqu'à ce que j'achète le Asus que j'ai en écran principal désormais. Il était efficace, enfin, il y avait forcément du tearing. Hormis ça, il était FreeSync, ce qui était agréable, donc du coup ça évitait un petit peu le tearing, mais pas tant que ça, enfin bref. C'était un excellent écran pour le prix, y a pas à dire, si vous avez pas besoin de grand chose, prenez cet écran-là, il a plein de sorties en plus, donc vous serez forcément ravis avec cet écran. Et maintenant, on va passer au gros du gros, c'est-à-dire le PC. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un PC que j'ai monté il y a de cela maintenant 3 ans. Ah, il commence à se faire vieux, mine de rien. Et donc, c'est un PC qui, au moment où je l'ai acheté, on pouvait le qualifier de milieu haut de gamme. Vous comprendrez pourquoi. Pour vous résumer les specs qu'il y a à l'intérieur, on a un Ryzen 7 2700X, overclocké, mais on n'en parlera pas maintenant. On a une 2080 de chez Gigabyte, donc 2080 pas 2080 Ti, 2080. Ensuite posé sur une Asus TUF B450 Gaming Plus, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite on a un SSD SATA, enfin... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? On a un SSD NVMe de 500 MO de chez Samsung, si je dis pas de bêtises. Et le reste des composants, vous le verrez à l'intérieur, voilà. Au jour d'aujourd'hui, si je devais vous conseiller d'acheter des composants, déjà, c'est pas le moment. Vous ferez forcément arnaquer au niveau du prix, pour des raisons simples de disponibilité, n'est-ce pas Nvidia, n'est-ce pas AMD, n'est-ce pas tout le monde en fait, dû à la crise Covid. Donc, si vous avez quand même besoin d'acheter des composants pour monter votre PC, le seul véritable conseil que je peux vous donner, et ça fera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs, c'est soyez pas trop gourmand par rapport à ce que vous voulez réellement. Je me comprends dans le sens où on a toujours tendance à vouloir plus pour avoir vraiment le summum, que ce soit incroyable. Sauf que souvent on se rend compte que on l'utilise pas à plein potentiel après une fois qu'on l'a, on va dire, le PC incroyable avec toutes les meilleures specs, avec les derniers processeurs, les dernières cartes graphiques. Si vous en avez vraiment l'utilité, achetez-le, mais dans 90% des cas, les composants qu'on peut acheter, que ce soit d'avant-dernière gêne ou autre, feront parfaitement l'affaire. Et ça dans la majorité des cas, et c'est d'ailleurs étonnant d'ailleurs. Si vous voulez le meilleur conseil pour monter votre PC, soyez objectif avec vous-même par rapport à ce que vous avez véritablement besoin comme puissance dans votre machine. Si vous faites uniquement du jeu vidéo et un peu de streaming, voyez pour un PC un petit peu milieu de gamme. Si vous faites vraiment de la grosse charge sur votre processeur ou autre, prenez les derniers Ryzen et j'en passe. Mais ne soyez pas trop gourmand et surtout, vous allez en fait tuer votre portefeuille si vous faites ça. Donc
Donc voilà, c'est plus ou moins la vidéo de mon setup actuel. Donc je vous ai pas mentionné ma caméra, d'ailleurs si vous la voulez, vous aurez la référence dans la description. Et voilà, donc sur ces mots, je pense que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous laisse, c'était Akani. Ciao.